Chapitre 22. Aux bougies. Le grondement régulier de la voiture qui volait à très haute altitude au-dessus de la terre berçait Marguerite, et la lumière de la lune l'enveloppait. Chapitre 22. Aux bougies. Le grondement régulier de la voiture qui volait à très haute altitude au-dessus de la terre berçait Marguerite, et la lumière de la lune l'enveloppait d'une chaleur agréable. Les yeux fermés, elle offrait son visage au vent et pensait avec une espèce de tristesse à cette berge inconnue qu'elle avait laissée, une berge dont elle sentait qu'elle ne la reverrait plus jamais. Après tous les sortilèges et les prodiges de cette soirée, elle devinait chez qui précisément on l'emmenait, mais cela ne l'effrayait pas. L'espoir de retrouver son bonheur avait chassé toute sa crainte. Du reste, elle n'eut guère le loisir de rêver à ce bonheur dans la voiture. Est-ce le freux qui était un expert de son affaire ou la voiture qui était parfaite, toujours... Chapitre 22. Aux bougies. Le grondement régulier de la voiture qui volait à très haute altitude au-dessus de la terre berçait Marguerite, et la lumière de la lune l'enveloppait d'une chaleur agréable. Les yeux fermés, elle offrait son visage au vent et pensait avec une espèce de tristesse à cette berge inconnue qu'elle avait laissée, une berge dont elle sentait qu'elle ne la reverrait plus jamais. Après tous les sortilèges et les prodiges de cette soirée, elle devinait chez qui précisément on l'emmenait, mais cela ne l'effrayait pas. L'espoir de retrouver son bonheur avait chassé toute sa crainte. Du reste, elle n'eut guère le loisir de rêver à ce bonheur dans la voiture. Est-ce le freux qui était un expert de son affaire ou la voiture qui était parfaite? Toujours est-il que très vite, rouvrant les yeux, Marguerite vit devant elle non plus les ténèbres des forêts, mais le lac tremblant des lumières de Moscou. L'oiseau chauffeur noir dévissa en plein vol la roue avant droite, puis il posa la voiture dans une espèce de cimetière absolument désert du quartier de Dorogomilovo. Après avoir fait sortir Marguerite qui ne posait aucune question devant l'une des pierres tombales avec son balai, le freux redémarra la voiture et la lança tout droit dans un ravin derrière le cimetière. Elle s'y précipita avec fracas et s'y engloutit. Le freux, touchant sa casquette, fit un salut respectueux, grimpa à califourchon sur la roue et s'envola. Aussitôt, une cape noire surgit de derrière une tombe. Un croc étincela sous la lune, et Marguerite reconnut Azazello. Celui-ci, d'un geste, invita Marguerite à reprendre son balai, bondit lui-même sur une longue rapière. Ils s'élevèrent tous deux en vrille, et sans être vus par personne, quelques secondes plus tard, ils atterrissaient près de l'immeuble numéro 302 bis, rue Sadovaya. Quand balai et rapière sous le bras, les voyageurs passèrent sous le porche. Marguerite remarqua un homme en casquette et grandes bottes qui s'y morfondait, attendant visiblement quelqu'un. Si légers qu'eussent été les pas d'Azazello et de Marguerite, l'homme solitaire les entendit et tressaillit d'un air inquiet, sans comprendre d'où il venait. Dans l'escalier numéro 6, ils croisèrent un deuxième homme étonnamment semblable au premier, et la même scène recommença. Les pas. L'homme se retourna d'un air inquiet et se rembrunit. Quand la porte s'ouvrit et se referma, il se précipita à la suite des visiteurs invisibles, tourna la tête vers l'entrée, mais, évidemment, ne vit rien. Un troisième homme, copie exacte du deuxième, et donc du premier, faisait le guet sur le palier du deuxième étage. Il fumait du tabac fort, et Marguerite se mit à tousser en passant devant lui. Le fumeur, comme si on venait de le piquer, bondit du petit banc sur lequel il était assis, lança des regards inquiets à la ronde, s'approcha de la rampe, regarda en bas. Marguerite et son compagnon se trouvaient déjà devant la porte de l'appartement numéro 50. Ils ne sonnèrent pas. Azazello ouvrit sans bruit la porte avec sa clé.
Ce qui frappa d'abord Marguerite, ce fut l'obscurité dans laquelle elle venait de se retrouver. Il faisait noir comme dans un sous-sol, en sorte que, malgré elle, elle s'agrippa à la cape d'Azazello, craignant de trébucher. Mais là, au loin et en haut, elle vit clignoter la lueur d'une veilleuse, et cette lueur s'approchait. Azazello, en marchant, prit le balai brosse sous l'aisselle de Marguerite, et le balai disparut sans bruit dans les ténèbres. Sur ce, ils entreprirent de gravir de larges marches, et Marguerite eut l'impression que ces marches seraient sans fin. Elle était stupéfaite qu'il puisse y avoir dans le vestibule d'un banal appartement de Moscou assez de place pour cet escalier extraordinaire, invisible, mais parfaitement sensible et infini. Mais la montée s'acheva et Marguerite comprit qu'elle était arrivée sur un palier. La petite flamme s'approcha tout près et Marguerite vit à sa lumière le visage de l'homme long et noir qui tenait cette veilleuse. Ceux qui avaient déjà eu le malheur de se retrouver sur son chemin, ne fût-ce qu'à la faible lueur de la flamèche de la veilleuse, l'auraient évidemment tout de suite reconnu. C'était Korofiev, c'est-à-dire Fagotte. Certes, l'apparence de Korofiev avait beaucoup changé. La petite flamme vacillante ne se reflétait plus dans un pince-nez au verre fêlé bon depuis longtemps pour la poubelle, mais un monocle, fendillé, certes, lui aussi. Les petites moustaches qui ornaient sa face impudente étaient frisées et pommadées, et la noirceur de Korofiev s'expliquait très simplement. Il portait un frac. La seule tache blanche était formée par sa poitrine. Le mage, le maître de chœur, le magicien, l'interprète ou le diable sait quoi, en fait, bref, Korofiev, s'inclina et après avoir tracé un large arc de cercle dans l'air avec la veilleuse, invita Marguerite à le suivre. Azazello avait disparu. Étonnant comme cette soirée est étrange, se disait Marguerite. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. Il y a une panne d'électricité ou quoi ? Mais le plus incroyable, ce sont les volumes de cette bâtisse. Comment un appartement de Moscou peut-il contenir tout ça ? C'est totalement impossible, c'est clair et net. Si faible que fût la lumière que donnait la veilleuse de Korofiev, Marguerite comprit qu'elle se trouvait dans une salle absolument incommensurable, qui plus est une salle à colonnes sombres et à première vue, sans fin. Korofiev s'arrêta près d'un petit divan, posa la veilleuse sur un chevet, invita du geste Marguerite à s'asseoir et s'installa lui-même dans une pose pittoresque, accoudé au chevet. « Permettez-moi de me présenter, Korofiev, » grinça Korofiev. « Ça vous étonne qu'il n'y ait pas de lumière ? Vous vous dites bien sûr que c'est par économie, taratata, que le premier bourreau pris au hasard ne serait-ce qu'un de ceux qui s'agenouilleront devant vous ce soir me décapite là sur ce chevet, si c'est le cas. » Simplement, messieurs n'aiment pas la lumière électrique, et nous n'allumerons qu'au tout dernier moment. Et à ce moment-là, vous pouvez me croire qu'on n'en manquera pas. Mieux vaudrait d'ailleurs, je crois bien qu'il y en ait un peu moins. Marguerite trouva Korofiev sympathique, et son jacassage de crécelle lui fit un effet apaisant. « Non, » répondit Marguerite, « ce qui me frappe le plus, c'est de savoir où tout ça peut trouver place. » Elle fit un geste du bras soulignant l'immensité de la salle. Korofiev eut un petit ricanement de plaisir, ce qui fit remuer des ombres sur les plis de part et d'autre de son nez. « Ah bah ça c'est ce qu'il y a de plus simple, » répondit-il. « Si vous connaissez la 5e dimension, ça ne vous coûte pas grand-chose d'élargir un espace aux limites souhaitées. Je vous dirai plus, chère madame, le diable sait jusqu'à quelle limite. Remarquez, continuait l'intarissable Korofiev, j'ai connu des gens qui non seulement n'avaient aucune idée de la 5e dimension, mais qui en général n'avaient aucune idée de rien et qui faisaient néanmoins des prodiges dans l'élargissement de leur espace. Ainsi par exemple un citadin, à ce qu'on m'a raconté, après avoir reçu un appartement de 3 pièces au Zemlianival, sans la moindre 5e dimension ou autre chose de nature à vous rendre chèvre, l'a illico-transformé en 4 pièces, juste en mettant une cloison dans l'une de ces pièces. Ensuite, il l'a échangé contre 2 appartements distincts dans 2 quartiers de Moscou, l'un de 3 pièces et l'autre de 2. Vous m'accorderez que ça en fait 5. L'appartement de 3 pièces, il l'a échangé contre 2 appartements de 2 pièces, et il est devenu le propriétaire, comme vous le voyez, de 6 pièces, certes éparpillées à travers tout Moscou. Il s'apprêtait déjà à effectuer la dernière volte, la plus éblouissante, après avoir mis dans le journal qu'il échangeait 6 pièces dans différents quartiers de Moscou contre un logement de 5 pièces au Zemlianival, quand son activité pour des raisons indépendantes de sa volonté s'est vue stoppée. Il est possible qu'en ce moment encore, il ait une pièce quelque part, mais j'ose vous l'affirmer, ce n'est pas à Moscou. Un fameux débrouillard, voyez-vous, et vous daignez me parler de la 5e dimension.
Marguerite, même si elle n'avait nullement parlé de la 5e dimension, et si c'était Korofief lui-même qui en avait parlé, éclata d'un rire joyeux en apprenant le récit des manigances de l'escroc immobilier. Korofief, quant à lui, poursuivait. « Mais au fait, Margarita Nikolaïevna, vous êtes une femme fort intelligente, et bien sûr, vous avez deviné qui est votre maître. » Le cœur de Marguerite battit plus fort, et elle hocha la tête. Et donc, continuait Korofief, nous sommes contre les non-dits et les mystères. Tous les ans, Messire donne un bal. Ce bal s'appelle le bal de la pleine lune de printemps, ou le bal des 100 rois. Ce monde qu'il y a... Ici, Korofief s'appliqua une main sur la joue, comme s'il avait soudain une rage de dents. Mais, j'espère, vous vous en assurerez par vous-même. Et donc, Messire est célibataire, comme bien sûr vous pouvez le comprendre, mais il lui faut une hôtesse. Korofief fit un geste d'impuissance. Accordez que, sans hôtesse... Marguerite écoutait Korofief, essayant de ne pas perdre une seule de ses paroles. Elle sentait le froid lui glacer le cœur, l'espoir du bonheur lui donnait le vertige. Une tradition s'est établie, continuait Korofief, à savoir que l'hôtesse du bal doit absolument porter le nom de Marguerite d'abord, et ensuite qu'elle doit être native de l'endroit. Or, comme vous daignez le voir, nous voyageons et nous nous trouvons en ce moment à Moscou. Nous avons trouvé 121 Marguerites à Moscou, et le croyez-vous, ici Korofief se frappa la cuisse avec désespoir, pas une seule ne convenait. Et là, par chance, Korofief eut un ricanement expressif en s'inclinant de tout son torse, et à nouveau Marguerite sentit son cœur se glacer. « Bref !» s'écria Korofief. « En un mot commençant, vous ne refuserez pas de vous charger de ce devoir. »« Je ne refuserai pas, » répondit fermement Marguerite. « C'est dit !» fit Korofief, et, levant la veilleuse, il ajouta « Veuillez me suivre ». Ils s'avancèrent entre les colonnes et finirent par arriver à une espèce d'autre salle où régnait, allez savoir pourquoi, une forte odeur de citron, où l'on entendait des sortes de bruissements, et où quelque chose frôla la tête de Marguerite. Elle tressaillit. « N'ayez pas peur », l'apaisa Korofief d'une voix douce, en prenant Marguerite par la main. « Les inventions de Béhémoth pour le bal, rien de plus. En général, j'oserais me permettre de vous conseiller, Margarita Nikolaïevna, de ne jamais avoir peur de rien. Ce serait déraisonnable. Le bal sera fastueux, je ne vous le cacherai pas. Nous verrons des gens dont le pouvoir en leur temps a été immense. Mais je vous jure, quand on pense à quel point leurs possibilités sont infimes comparées à celles de celui à la suite duquel j'ai l'honneur d'appartenir, c'en est comique et même, je dirais, triste. Et puis vous-même, d'ailleurs, vous êtes de sang royal. »« Pourquoi de sang royal ?» chuchota craintivement Marguerite en se serrant contre Korofief. « Oh, ma reine !» jacassait Korofief, toujours badin. « Les questions de sang sont ce qu'il y a de plus compliqué au monde. Interrogez certaines arrière-grand-mères et surtout celles qui passaient pour des saintes nitouches et les secrets les plus époustouflants pourraient s'ouvrir à vous, chère Margarita Nikolaïevna. Je ne pêcherais pas le moins du monde si, en disant cela, je parlais d'un jeu de cartes qu'on battrait au hasard. Il est des choses sur lesquelles les barrières sociales et même les frontières des États n'ont rigoureusement aucune prise. Un exemple, une reine française qui a vécu au XVIe siècle serait fort étonnée, je le suppose, si quelqu'un lui disait que, bien des années plus tard, je donnerais le bras dans une salle de bal à Moscou à sa charmante arrière petite fille, mais nous sommes arrivés. Sur ce, Korofief souffla sa veilleuse. Elle disparut de ses mains, et Marguerite vit un ray de lumière qui glissait sur le sol devant elle depuis une espèce de porte obscure. C'est à cette porte que Korofief frappa doucement. Là, Marguerite se sentit si émue que ses dents se mirent à claquer, et un frisson lui parcourut le dos. La porte s'ouvrit. La pièce était assez petite. Marguerite aperçut un grand lit de chêne, aux draps et aux oreillers froissés et sales. Devant le lit, on avait disposé une table de chêne aux pieds sculptés sur laquelle était placé un chandelier dont les bobèches avaient la forme de pattes de griffon. De grosses bougies brûlaient dans ces 7 pattes dorées. En outre, il y avait sur la table un grand échiquier, aux pièces remarquablement ouvragées. Sur une carpette usée se trouvait un petit banc. Il y avait encore une autre table portant une tasse en or et un autre chandelier dont les branches, elles, étaient en forme de serpent. La pièce sentait le soufre et la résine. Les ombres des candélabres se croisaient sur le plancher. Dans l'assistance, Marguerite reconnut aussitôt Azazello, vêtu à présent d'un frac, debout au chevet du lit. Cet Azazello, endimanché, ne ressemblait plus au bandit sous l'apparence duquel il était apparu à Marguerite au parc Alexandre, et il s'inclina devant Marguerite avec toute la galanterie possible.
Une sorcière nue, cette même Ella qui avait troublé le digne buffetier des variétés, et hélas, celle-là même qu'avait par bonheur effrayé le chant du coq durant la nuit de la célèbre séance, était assise par terre sur le tapis, au pied du lit, remuant dans une casserole une mixture qui exhalait une vapeur de soufre. Et puis il y avait dans la pièce, assis sur un tabouret haut, devant la petite table à l'échiquier, un énorme chat noir, qui tenait dans sa patte droite un cavalier. Ella se leva à demi et salua Marguerite. Le chat fit de même, sautant à bas du tabouret. Faisant traîner par terre sa patte arrière droite, il laissa tomber son cavalier et se mit en devoir de le ramasser sous le lit. Tout cela, Marguerite, mourant de peur, le distingua tant bien que mal entre les ombres trompeuses que faisaient les bougies. Son regard était attiré par le lit où siégeait celui que, tout récemment encore, l'infortuné Ivan, au patriarche, voulait convaincre que le diable n'existait pas. C'est celui qui n'existait pas qui était assis dans le lit. Deux yeux se fixèrent sur le visage de Marguerite. L'œil droit, avec une étincelle d'or au fond capable de percer n'importe qui jusqu'au tréfonds de l'âme, et le gauche, vide et noir comme le chat étroit d'une aiguille, comme l'entrée dans le puits sans fond des ombres et de toutes les ténèbres. Le visage de Volande était tordu, le coin droit de sa bouche pendait, des rides profondes parallèles à ses sourcils pointus entaillaient un front large et dégarni. La peau du visage de Volande avait été comme brûlée à tout jamais par le soleil. Volande était couché de tout son long sur le lit, vêtu seulement d'une longue chemise de nuit, sale et rapiécée à l'épaule gauche. Il avait replié sous lui une de ses jambes nues, l'autre reposait sur la banquette basse. C'est le genou de cette jambe sombre que Ella massait avec une espèce de pommade fumante. Marguerite eut aussi le temps de voir sur la poitrine glabre de Volande un scarabée finement sculpté dans une pierre noire suspendue à une chaînette d'or et portant sur le dos elle ne savait quelle lettre. Près de Volande sur le lit, sur un lourd piédestal, elle vit un globe étrange, éclairé sur une face par le soleil et qui semblait vivant. Le silence dura quelques secondes. « Il m'étudie », se dit Marguerite, et elle fit un effort de volonté pour empêcher ses jambes de trembler. Enfin, Volande ouvrit la bouche et sourit, en sorte que son œil étincelant parut s'embraser. « Je vous salue, ma reine, et je vous prie d'excuser ma mise familière. » La voix de Volande était si basse que sur certaines syllabes, on avait plutôt l'impression que c'était un râle. Volande prit sur son lit une longue épée, se pencha et fourragea sous le lit en disant « Sors de là, la partie est annulée, notre invité est arrivé. » « En aucune façon !» souffla d'un ton inquiet Korofief à l'oreille de Marguerite à la manière d'un souffleur. « En aucune façon !» commença Marguerite. « Messire !» lui glissa Korofief dans l'oreille. « En aucune façon, messire !» répondit Marguerite, qui s'était maîtrisée d'une voix douce mais posée, et souriant, elle ajouta « Je vous supplie de ne pas interrompre la partie. Je pense que les revues d'échecs seraient prêtes à payer des fortunes si elles avaient le moyen de la publier. » Azazello grogna doucement en signe d'approbation, tandis que Volande, après avoir posé un regard attentif sur Marguerite, remarqua, comme pour lui-même « Oui, Korofief a raison, on bat les cartes et c'est toujours imprévisible. Le sang. » Il tendit le bras et attira Marguerite à lui. Celle-ci s'approcha sans plus sentir le plancher sous ses pieds nus. Volande posa sa main lourde comme une pierre et chaude comme une flamme sur l'épaule de Marguerite, tira son invitée à lui et la fit asseoir sur le lit à côté de lui. « Ma foi, si vous êtes si aimable et si charmante, fit-il, et je ne m'attendais pas à moins, nous ne ferons pas de cérémonie. » Il se pencha à nouveau vers le bord du lit et cria « Ça va durer longtemps, ce remue-ménage sous le lit, sors de là, maudit Hans !»« Je n'arrive pas à retrouver le cavalier !» répondit dessous le lit le chat, d'une voix chafouine et feutrée. « Il a filé je ne sais où, je n'arrête pas de tomber sur une grenouille. »« Tu te crois peut-être sur un champ de foire ?» demanda Volande, feignant la colère. « Il n'y a pas trace de grenouille sous le lit. Garde ces tours à 2 sous pour les variétés. » Si tu ne reparais pas tout de suite, nous considérerons que tu as perdu par abandon, maudit déserteur. »« Jamais de la vie, messire !» hurla le chat. «
et il sortit aussitôt de sous le lit, le cavalier dans la patte. « Je vous présente, » commença Voland, mais il s'interrompit de lui-même. « Non, je ne peux pas voir ce bouffon de bas étage. Regardez de quoi il a l'air en sortant de sous le lit. » Le chat, debout sur ses pattes arrière et couvert de poussière, fit la révérence devant Marguerite. À présent, le cou du chat était orné d'une cravate de balle blanche nouée en papillon, et il portait une paire de jumelles de dame qui pendaient sur son poitrail. De plus, le chat s'était doré la moustache. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama Voland. « Pourquoi t'es-tu doré la moustache? Pourquoi diable as-tu besoin d'une cravate si tu n'as pas de pantalon ?» « Un chat n'est pas censé porter de pantalon, messire, » répondit le chat avec une grande dignité. « Vous n'allez quand même pas m'ordonner de mettre des bottes. Les chats bottés n'existent que dans les contes, messire. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un au bal sans cravate? Je n'ai pas l'intention de me retrouver dans une position comique au risque de me faire chasser comme un malpropre. Chacun s'orne de ce qu'il peut. Considérez que ce que je viens de dire se rapporte aussi aux jumelles, messire. » « Mais la moustache... »« Je ne comprends pas, » répliqua sèchement le chat. « Pourquoi, en se rasant aujourd'hui, Azazello et Korofiev ont pu se poudrer de poudre blanche et en quoi elle est mieux que la poudre d'or? Je me suis poudré la moustache, voilà tout. Si je m'étais rasé, je ne dis pas. Un chat rasé, ça, réellement, c'est une horreur. Je suis 1000 fois de votre avis. Mais en général, et là... » La voix du chat trembla, comme s'il venait d'être offensé. « Je vois qu'ici, je suis l'objet de je ne sais quelle brimade. Je vois que je me trouve face à un problème sérieux. Irai-je ou n'irai-je pas au bal ce soir? Que me direz-vous à ce propos, messire ?» Et sous le coup de l'offense, le chat s'enfla tellement qu'on eut l'impression qu'il allait éclater d'une seconde à l'autre. « Ah, le filou, disait Voland hochant la tête. Chaque fois qu'il joue et qu'il est sûr de perdre, il se met à déblatérer comme un battleur de foire. Rassieds-toi immédiatement et laisse ces discours de gribouille. « Je me rassois, » répondit le chat, en se rasseyant. « Mais je me permets de répondre sur votre dernier point. Mes paroles, loin d'être des discours de gribouille, comme vous avez daigné le dire en présence d'une dame, sont une suite solidement ficelée de syllogismes qui pourraient être appréciés à leur juste valeur par des experts tels que Sextus Empiricus, Martianus Capella et même, allez savoir, Aristote en personne. Échec au roi, dit Voland. « Je vous en prie, » répondit le chat, et il se mit à examiner l'échiquier à l'aide de ses jumelles. « Et donc, » reprit Voland, s'adressant à Marguerite, « permettez-moi de vous présenter Donna, ma suite. Celui-ci qui fait l'imbécile est le chat Béhémoth. Azazello et Korofiev, vous les connaissez déjà, et voici ma servante, Ella. Elle est habile, elle est intelligente, et il n'est pas de service qu'elle ne sache rendre. » La belle Ella souriait, tournant vers Marguerite ses yeux teintés de vert, mais sans cesser de plonger sa main dans le pot de pommade et de l'appliquer sur le genou. « Eh bien, c'est tout, » conclut Voland, et il grimaça quand Ella lui appuya particulièrement fort sur le genou. Une compagnie, comme vous voyez, restreinte, disparate et toute simple. Il se tut et se mit à faire tourner le globe qu'il avait devant lui. Un globe fait d'une manière si admirable qu'on y voyait remuer les océans bleus et que la calotte glaciaire était réellement faite de glace et de neige. Une grande confusion régnait pendant ce temps sur l'échiquier. Le roi, totalement abattu, piétinait dans sa cape blanche sur une case, dressant de désespoir les mains au ciel. 3 pions blancs lansquenets, armés de hallebardes, posaient un regard égaré sur l'officier qui agitait son épée et les appelait vers l'avant, là où, dans des cases tantôt blanches, tantôt noires, les cavaliers noirs de Voland montés sur 2 chevaux fougueux creusaient leurs cases de leurs sabots. Marguerite fut captivée et frappée plus qu'on ne saurait dire par le fait que les pièces de l'échiquier étaient vivantes. Le chat, écartant les yeux de ses jumelles, fit une pichenette dans le dos de son roi. Celui-ci, désespéré, se cacha le visage entre les mains. « Ça ne va pas fort, cher Béhémoth, » dit doucement Korofiev d'une voix fielleuse.
La situation est sérieuse, mais tout sauf désespérée, répliqua Behemoth. Plus même, je suis absolument sûr de la victoire finale, il suffit de bien analyser la situation. Cette analyse, il l'entreprit d'une façon assez étrange. Il se mit à faire des grimaces et des clins d'œil à son roi. « Ça n'y fait pas grand-chose », remarqua Korofiev. « Aïe !» s'écria Behemoth. « Les perroquets se sont échappés. Je l'avais bien dit. » De fait, quelque part au loin, on entendit de forts froissements d'ailes. Korofiev et Azazello se précipitèrent dehors. « Ah, mais allez au diable, avec vos lubies pour le bal !» grogna Volande, qui restait les yeux fixés sur son globe. Sitôt que Korofiev et Azazello eurent disparu, les clins d'œil de Behemoth se firent encore plus insistants. Le roi blanc finit par comprendre ce qu'on voulait de lui. Il se débarrassa soudain de sa cape, la jeta sur une case et s'enfuit hors de l'échiquier. L'officier ramassa la cape royale abandonnée, se la jeta sur les épaules et prit la place du roi. Korofiev et Azazello revinrent. « Des craques, comme toujours !» grognait Azazello, regardant Behemoth de travers. « J'avais cru entendre, » répondit le chat. « Bon, alors, ça va durer longtemps ?» demanda Volande. « Échec au roi. » « J'ai du mal à entendre, mon maître, » répondit le chat. « Il n'y a pas échec au roi, et il ne peut pas y en avoir. »« Je répète, échec au roi. »« Mais chire, » répliqua le chat d'une voix faussement inquiète, « vous êtes sans doute surmenu, il n'y a pas d'échec au roi. »« Le roi est sur la case G2, » dit Volande sans regarder l'échiquier. « Mais sire, je suis épouvanté, » hurla le chat, mimant cette épouvante. « Il n'y a pas de roi sur cette case. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Volande stupéfait, et il se mit à examiner l'échiquier où l'officier qui se tenait sur la case du roi se détournait et se cachait le visage de la main. « Ah, espèce de fripouille !» dit pensivement Volande. « Non mais sire, à nouveau j'en appelle à la logique, » reprit le chat en pressant ses pattes sur son cœur. « Si le joueur déclare échec au roi, alors que de roi il n'y en a pas trace sur l'échiquier, l'échec est déclaré nul et non avenu. »« Tu abandonnes, oui ou non ?» cria Volande d'une voix terrible. « Laissez-moi réfléchir, » répondit humblement le chat. Il posa les coudes sur la table, se boucha les oreilles avec les pattes et se mit à réfléchir. Il réfléchit longtemps et finit par dire « J'abandonne. »« Et tu es là, cette sale tête de mule !» chuchota Azazello. « Oui, j'abandonne, » dit le chat. « Mais si j'abandonne, c'est uniquement que je suis incapable de jouer dans un climat de hargne et de jalousie. » Il se leva, et les pièces de l'échiquier regagnèrent leur boîte. « Et là, c'est l'heure, » dit Volande, et Ella disparut de la pièce. « Ma jambe qui refait des siennes, et là, ce bal, » poursuivit Volande. « Puis-je » demanda doucement Marguerite. Volande la regarda fixement et avança son genou vers elle. La masse gluante, chaude comme de la lave, brûlait les mains de Marguerite, mais sans grimacer, essayant de masser sans faire mal, elle la fit pénétrer dans le genou. « Les proches affirment que c'est un rhumatisme, » disait Volande sans quitter des yeux Marguerite. « Mais j'ai de bonnes raisons de soupçonner que cette douleur au genou est un souvenir que m'a laissé une charmante sorcière que j'ai connue de près en 1571 sur le Brocken, à la chair du diable. » « Mais est-ce possible ?» dit Marguerite. « Ce n'est rien, ce sera passé dans 300 ans. On m'a conseillé une multitude de médications, mais moi je suis de la vieille école. Je m'en tiens aux remèdes de grand-mère. Ce sont des herbes fabuleuses qu'elle m'a laissées en héritage, cette maudite petite vieille, ma grand-mère. À propos, vous ne souffrez pas de quelque chose? Vous n'auriez pas une tristesse quelconque, quelque chose qui vous empoisonne le cœur? » « Non, messire, il n'y a rien de la sorte, » répondit la brillante Marguerite. « Et maintenant que je me trouve chez vous, je me sens parfaitement bien. »« Le sang, c'est une grande chose, » dit Volande d'un ton joyeux, on ne savait pourquoi, et il ajouta « Je vois que mon globe vous intéresse. Oh oui, je n'en avais jamais vu de semblable. C'est un objet, tout ce qu'il y a de bien. À part les francs, je n'aime pas les nouvelles à la radio. Celles qui les annoncent, ce sont des jeunes filles qui ne savent pas prononcer les noms de lieux. En plus, il y en a 1 sur 3 qui a des problèmes d'élocution, on doit les choisir exprès.
Mon globe est beaucoup plus pratique, d'autant que ce qui se passe, je dois le savoir précisément. Tenez par exemple, vous voyez ce bout de terre dont le flanc est lavé par l'océan. Regardez comme il se couvre de feu. C'est une guerre qui y commence. Si vous vous approchez, vous pourrez voir les détails. Marguerite se pencha vers le globe et vit que le petit carré de terre s'était élargi, s'était couvert de couleurs et venait de se changer en une espèce de carte en relief. Ensuite, elle vit le petit ruban d'un fleuve et un bourg à côté. Une maisonnette de la dimension d'un petit pois grandit et prit la taille d'une boîte d'allumettes. Soudain et sans bruit, le toit de cette maison vola dans les airs dans une volute de fumée noire et les murs s'effondrèrent, si bien que de la petite boîte, à un étage, il ne resta plus rien qu'un petit tas d'où s'échappait une épaisse fumée noire. Se rapprochant encore, Marguerite distingua la petite silhouette d'une femme qui gisait sur le sol et près d'elle, dans une mare de sang, un enfant, étendu, les bras en croix. « Voilà, c'est tout, » dit Volande en souriant. « Il n'a pas eu le temps de pécher. Le travail d'Abbadonna est impeccable. » « Je ne voudrais pas me trouver du côté contre lequel est cet Abbadonna, » dit Marguerite. « De quel côté est-il » ? Plus je vous parle, répliqua aimablement Volande, plus je vois que vous êtes très intelligente, je vous rassure, il est d'une impartialité rare et son empathie est la même pour les deux belligérants, en conséquence de quoi les résultats pour les deux camps sont toujours identiques. Abbadonna fit à mi-voix Volande, et l'on vit surgir du mur la silhouette d'un homme maigre à lunettes noires. Ses lunettes firent sur Marguerite une impression si profonde qu'elle poussa un petit cri et se cacha le visage contre la jambe de Volande. « Mais arrêtez !» cria Volande. « Ce qu'ils sont nerveux, les gens de cette époque !» Il donna une grande tape dans le dos de Marguerite, si fort que tout son être se mit à résonner. « Vous voyez bien qu'il a ses lunettes. De plus, il n'est jamais arrivé, et ça n'arrivera jamais, qu'Abbadonna apparaisse devant qui que ce soit avant son heure. Et puis enfin, je suis là. Vous êtes mon invité, je voulais juste vous le montrer. » Abbadonna restait immobile. « Et peut-il enlever ses lunettes une seconde ?» demanda Marguerite en se serrant contre Volande et en frissonnant, mais cette fois de curiosité. « Ça non, c'est impossible, » répondit gravement Volande, et il fit un geste du bras à Abbadonna, après quoi celui-ci disparut. « Qu'est-ce que tu veux dire, Azazello ?» « Messire, » répondit Azazello, « permettez-moi de vous dire, nous avons ici deux étrangers, une beauté qui pleurniche et qui supplie qu'on la laisse avec sa maîtresse, et en plus, avec elle, je vous demande pardon, son porc, gras. » « Elles se conduisent d'une façon étrange, vos beautés, » remarqua Volande. « C'est Natacha, Natacha !» s'exclama Marguerite. « Bon, laissez-la venir près de sa maîtresse. Le porc, aux cuisines. »« Pour qu'on l'égorge ?» s'exclama Marguerite avec crainte. « Je vous en prie, messire, c'est Nikolai Ivanovitch, notre voisin du dessous. C'est un malentendu. Elle lui a mis, n'est-ce pas, de cette crème. »« Mais enfin, dit Volande, pourquoi diable voudriez-vous que je le fasse égorger, qu'il attende à la cuisine, voilà tout. Je ne peux quand même pas, accordez-moi ça, le laisser entrer dans la salle de bal. »« Et puis, ajouta Azazello, et il annonça, il est bientôt minuit, messire. »« Ah, c'est bien. » Volande s'adressa à Marguerite, « Et donc je vous le demande, je vous en remercie par avance. Gardez votre sang-froid et ne craignez rien. Ne buvez rien à part de l'eau, sinon vous serez ivre et tout vous sera plus difficile. Allons-y. » Marguerite se leva de son petit tapis et Korofief apparut à la porte.